Aujourd'hui, on va parler de la machine du Turing et on va parler de la décidabilité. Donc, c'est quoi un problème décidable? C'est quoi un problème indécidable? Donc, bien sûr, bien sûr, la décidabilité dépend de la machine du Turing. OK, donc, on va présenter dans une première partie, donc la machine du Turing. Donc, on va essayer de faire la représentation de la machine du Turing. Donc, comment on va le représenter? Comme nous avons fait, bien sûr, pour les autres automates. Donc, ça, on a une machine de Turing. Et après, donc, on va parler des machines de Turing pour calculer des fonctions, des machines de Turing pour accepter des langages. Et bien sûr, on va parler des machines de Turing, la combinaison des machines de Turing, si on a bien sûr des problèmes dans lesquels chaque machine va traiter un sous-problème. Donc, on peut faire la combinaison pour traiter, bien sûr, des problèmes qui sont complexes. OK, dans la deuxième partie, donc, on va étudier donc, la décidabilité. Donc, on va pouvoir donc, savoir la notion de décidabilité. Après, quels sont les langages de Turing décidables? C'est bon. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Donc, sur, bien sûr, le Alan Turing. Donc, je pense que vous avez maintenant assez d'informations donc, concernant ce monsieur. Donc, c'est quelqu'un qui a, bien sûr, inventé la machine du Turing. Donc, c'est un mathématicien donc, britannique, informaticien et cryptologue. Donc, il travaille, bien sûr, sur la cryptographie. Donc, c'est lui qui a, bien sûr, l'initiateur de l'intelligence artificielle. Donc, il a répondu bien sûr à plusieurs questions. Donc, il a innové la machine de Turing qui a bien sûr la base des ordinateurs qu'on utilise actuellement. C'est bon. Donc, si vous avez donc bien sûr vu les vidéos que je vous ai envoyées, donc vous avez donc beaucoup d'informations concernant ce monsieur. Et bon, donc maintenant, c'est quoi une machine de Turing? Donc, une machine de Turing, tout simplement, pour résoudre, donc elle peut résoudre tout problème qu'un ordinateur peut résoudre. Tout simplement, on peut dire, c'est la base des ordinateurs. Donc, comme un ordinateur, une machine de Turing ne peut pas tout calculer. Donc, on dit une fonction calculable. Tout simplement, si on a un algorithme qui nous permet, bien sûr, de trouver, bien sûr, le f de x, c'est-à-dire de trouver la solution à notre fonction. Donc, c'est comme, bien sûr, les machines de Turing. Donc, on peut, bien sûr, trouver des solutions à des problèmes. Et si, bien sûr, donc, des problèmes dans lesquels on n'a pas de problèmes, bien sûr, donc la machine de Turing, il peut donner des solutions pour des problèmes dans lesquels on peut, bien sûr, trouver un algorithme. Donc, tout simplement, une fonction calculable est une fonction calculable par une machine de Turing. Donc, n'importe quelle fonction. Donc, on peut trouver, bien sûr, une machine de Turing pour la calculer. Donc, on dit, bien sûr, la machine de Turing, il est là. Et pour résoudre, bien sûr, n'importe quel problème qu'on peut, bien sûr, les résoudre par un ordinateur. Donc, tout simplement, voir ce qui est calculable et ce qui ne l'est pas, donc, permet de voir les limites des problèmes. Donc, parfois, bien sûr, on a des problèmes. Est-ce qu'on peut les résoudre par ordinateur ou non? Donc, sinon, c'est-à-dire c'est un problème qui n'est pas calculable. Donc, on ne peut pas trouver, bien sûr, une machine de Turing pour le traiter, pour, bien sûr, trouver des solutions à ce problème. Donc, tout simplement, donc, une machine de Turing est un mécanisme idéalisé destiné à effectuer des calculs. Donc, on peut, bien sûr, utiliser les machines de Turing. On peut utiliser une notion qui est très importante, on ne va pas traiter donc ici dans votre programme. Donc, vous pouvez chercher, bien sûr, le lambda calcul. Donc, on nous permettre, bien sûr, de faire des calculs, nous permettre, bien sûr, de trouver des solutions, de trouver des méthodes, des algorithmes pour, bien sûr, pouvoir calculer ou trouver des solutions pour n'importe quel problème. Donc, ils sont équivalents aux machines de Turing. C'est bon, donc ça, c'est grosso modo donc une idée sur la machine de Turing. Donc, c'est une
C'est une machine qui nous permet bien sûr de résoudre tout problème qu'on peut bien sûr le résoudre avec ordinateur. C'est bon. Donc maintenant, concernant la définition, donc c'est quoi une machine de Turing? Donc une machine de Turing est constituée d'un contrôle. C'est un ensemble fini d'états et de transitions. Donc pour contrôler bien sûr, on a une chaîne à l'entrée. Donc comment on va donc pouvoir prendre la décision, c'est-à-dire est-ce que la chaîne acceptée par la machine de Turing ou non. Donc nous avons un contrôleur donc qui est constitué bien sûr par un ensemble des états. Donc on peut faire bien sûr des transitions d'un état à un autre. Et nous avons un ruban infini à droite, le ruban dans lequel on va bien sûr lire notre chaîne d'entrée, d'une tête sur le ruban qui peut lire et écrire. Une tête de lecture et écriture sur le ruban et qui peut se déplacer dans les deux directions d'un caractère à la fois, donc soit à gauche, soit à droite. Donc ça, c'est la notion, bien sûr, de machine de Turing. Donc, nous avons un contrôleur, nous avons un ruban et nous avons une tête de lecture et écriture et il se déplace, bien sûr, après la lecture et écriture, il se déplace soit à droite, soit à gauche d'un caractère à la fois. Donc, à chaque étape, en fonction de l'état courant et du symbole courant, la machine change d'état. Donc, il va passer d'un état à un autre. C'est comme les automates que vous connaissez. Ici, il va écrire un symbole à l'emplacement courant. Donc, un emplacement courant, c'est-à-dire un emplacement là où on a la tête, bien sûr, de lecture, écriture. Il déplace la tête d'une position à droite ou à gauche. On ne se déplace pas. Donc, soit il se déplace à gauche, à droite, après, bien sûr, la lecture et l'écriture, ou ne se déplace pas. Donc, initialement, donc, pour bien sûr voir est-ce qu'une entrée est acceptée donc, par la machine de Turing. Donc, initialement, la machine est dans un état initial. Donc, nous avons un état initial. Nous avons bien sûr l'état final. Nous avons plusieurs états donc, de transition comme la structure, bien sûr, des automates que vous connaissez déjà. Donc, par exemple, nous avons le mot donc, qui contient la chaîne X1, X2, X3 jusqu'à Xn et dans le ruban. Donc il faut le cadrer à gauche avec un blanc devant et une suite infinie de blancs derrière. La tête de lecture-écriture pointe sur l'extrémité gauche du ruban et le contrôle sur l'état initial. Donc, le contrôle sur l'état initial et après, donc, on fait des transitions, c'est-à-dire à chaque fois, on lit, on écrit des caractères sur le ruban et bien sûr, on passe d'un état à un autre. Donc, on va commencer par l'état initial et après, si on arrive à l'état final, donc bien sûr, on va accepter notre entrée. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, donc tout simplement la représentation de la machine de Turing. Donc l'état initial de la machine peut être représenté par le schéma suivant. Donc le symbole P désigne un blanc. Donc on a un blanc avant la chaîne et on met bien sûr notre chaîne d'entrée sur le ruban, donc X1, X2 jusqu'à Xn. Et après on a des blancs à droite, donc des blancs infinis. Donc on a plusieurs des symbole blanc, donc à droite, et le contrôleur de notre machine, donc il pointe sur le premier blanc qui est bien sûr de notre qu'on va bien sûr pouvoir donc savoir par la suite est-ce que la chaîne est acceptée par la machine de Turing ou non. Donc la machine s'arrête quand elle ne peut plus appliquer de nouvelles transitions. Donc à un certain moment, on arrive à des cas dans lequel on ne peut pas, bien sûr, faire des transitions. Donc, la machine va s'arrêter. Et il s'arrête, bien sûr, si on arrive à l'état final. Donc, si la machine tente de se déplacer trop à gauche, au-delà de l'extrémité gauche du ruban, c'est-à-dire si on a des déplacements ici à gauche, donc le traitement se termine anormalement, c'est-à-dire nous avons un problème, donc on ne va pas terminer, il ne va pas accepter bien sûr notre chaîne, donc le traitement il se termine anormalement. C'est bon. Donc, comment fonctionne une machine de Turing? Donc, le fonctionnement. Donc, initialement, le ruban contient une chaîne de caractères qui est l'entrée du problème. Donc, ici, nous avons une chaîne de caractères
qui est l'entrée de notre problème, bien sûr, il est cadré par un blanc à gauche et une infinité de blancs à droite. Donc, pour pouvoir, bien sûr, donner la possibilité à la machine de Turing de faire plusieurs transitions. Okay. Et bien sûr, donc la chaîne est bien sûr des blancs partout, donc un blanc à gauche. Et donc, la machine continue à lire et écrire. Donc, elle va lire à partir de ruban, écrire des informations jusqu'à ce qu'elle produise une sortie. Donc, elle va soit accepter l'entrée, soit rejeter l'entrée. Donc, si elle accepte l'entrée, donc il va, bien sûr, on dit, donc si on a un problème, on dit c'est un problème décidable. Si elle le rejette, bien sûr, on dit que c'est un problème indécidable. Donc, si elle ne rentre pas dans un tel état, elle peut ne jamais s'arrêter, c'est-à-dire on a un problème, donc on a donc un arrêt anormal de notre machine. Une instruction élémentaire de la machine de Turing est par exemple, donc ici on a une instruction élémentaire, c'est-à-dire une transition qu'on peut faire, bien sûr, on peut dire, bien sûr, un mouvement de notre machine de Turing. Donc, on peut donc ici, nous avons un exemple. Donc, si je suis, par exemple, dans l'état E1, donc ça, c'est un état de notre machine de Turing, je suis à l'état E1, et que je lis, par exemple, le symbole 0, donc nous avons, par exemple, dans notre ruban, donc des 0, par exemple, des 1, etc. Donc, je lis, par exemple, le symbole 0, de la case où se trouve la tête de lecture. Donc, toujours, nous avons la tête de lecture qui pointe sur, bien sûr, sur un caractère, donc, parmi la chaîne la chaîne d'entrée. Donc, un symbole parmi, bien sûr, la chaîne d'entrée. Donc, si, par exemple, donc, la tête est pointe sur la case, donc, courante. Donc, alors, écrire 1, c'est-à-dire, j'ai lu le 0, donc, on va écrire à la place de 1, de 0, 1, et puis me déplacer d'une case vers la droite. C'est-à-dire, je peux faire le déplacement d'une case vers la droite, je déplace sur le ruban, je passe alors dans l'état E. Donc, j'ai fait la lecture. Donc, à chaque fois, je fais la lecture et l'écriture. Donc, j'ai lu le symbole 0, je vais écrire à la place de 0, 1. Donc, la tête de lecture elle se déplace d'une case vers la droite et je passe donc dans l'état 2. Donc, je passe dans l'état 2, c'est-à-dire ici, bien sûr, nous avons un contrôleur qui va, bien sûr, faire les transitions d'un état vers un autre. Donc, jusqu'à, bien sûr, arriver à l'état final. Si j'arrive à l'état final, donc, je vais accepter l'entrée. Sinon, donc, je rejette l'entrée. C'est bon. Donc, la machine s'arrête quand un état marqué comme final est atteint, c'est-à-dire j'ai arrivé à un état final, je peux accepter bien sûr l'entrée. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, c'est bon. OK. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK, donc maintenant, on va voir une définition formelle de la machine de Turing. Donc, comme nous avons bien sûr vu pour les autres automates, donc, une machine de Turing est un set uplet, donc M qui est égal à U, sigma, gamma, delta, Q0, B, F, U. Donc, Q, c'est un ensemble fini de contrôleurs. Donc, c'est un ensemble fini, c'est comme bien sûr les automates, donc un ensemble des états donc, de contrôleurs, c'est-à-dire pour pouvoir faire des transitions, etc. Donc, sigma est l'alphabet des symboles d'entrée. Donc, l'alphabet du symbole, bien sûr, d'entrée qu'on va bien sûr lire avec la machine de Turing pour pouvoir bien sûr l'accepter ou le rejeter. Le gamma est l'alphabet des symboles contenus dans le ruban. On a toujours bien sûr sigma inclus en gamma. Donc à chaque fois bien sûr je lis et j'écris bien sûr des éléments sur le ruban. Donc une fonction de transition delta, la fonction de transition donc elle prend donc bien sûr la fonction de transition, elle prend en entrée Q qui appartient à Q, c'est un état, et un X qui appartient au ruban. Donc, on va donc prendre, c'est-à-dire on va lire donc, un X et renvoie. Donc, on va passer à un état P. Bien sûr, on va écrire Y à la place de X. Y appartient bien sûr à gamma. Et D, c'est-à-dire on va faire un déplacement soit à droite, soit à gauche.
Donc, concernant P, donc c'est un nouvel état, c'est-à-dire je fais la transition de l'état Q vers l'état P. Donc, j'ai le X et je vais écrire le Y. J'ai le X et je vais écrire le Y et je fais un déplacement de la tête de lecture-écriture vers une direction. Donc, le D soit à gauche, soit à droite. Donc, je peux faire bien sûr les deux mouvements de la direction. Donc, index et on lit donc ensuite le ruban à gauche ou à droite. Et Y, bien sûr, qui va remplacer le X, c'est-à-dire je vais lire le X et je vais le remplacer par bien sûr, Y sur le ruban après, bien sûr, cette fonction de transition. Je vais passer, bien sûr, à un nouvel état. Donc, Q0, c'est l'état de départ et B est le symbole blanc. Donc, le symbole blanc, donc il faut qu'il appartienne, bien sûr, à gamma. Il n'appartient pas à sigma, c'est-à-dire il faut que le symbole blanc donc n'appartient pas, bien sûr, à notre chaîne d'entrée. Donc, on ne peut pas, bien sûr, le voir dans une chaîne d'entrée. Et F est l'ensemble des états finaux ou acceptants. Donc, ça, c'est l'ensemble, bien sûr, des étapes pour accepter, bien sûr, des entrées. Donc, ça, c'est la définition formelle de la machine de Turing. Donc, tout simplement, donc, nous avons donc, un ensemble des états. Donc, c'est très simple. On a l'alphabet des chaînes d'entrée, donc on a les symboles contenus dans le ruban, dans lequel on va bien sûr lire et écrire des symboles. Le delta, la fonction de transition de la machine de Turing. Le Q0, c'est l'état initial. Donc les B, donc on a des blancs. Donc on a au départ, bien sûr, au début, donc on a un blanc à gauche et on a des blancs partout à droite. Et bien sûr, le F, c'est l'ensemble des états finaux. Donc, ça, c'est la définition formelle d'une machine de Turing. Donc, maintenant, la description instantanée d'une machine de Turing, c'est-à-dire à chaque instant, donc comment on va bien sûr représenter notre machine de Turing. Donc, à chaque instant, je fais la lecture, par exemple, d'une chaîne d'entrée. À un certain moment, je vais arriver donc à un état dans lequel je vais donc, j'ai lu, par exemple, une partie de la chaîne d'entrée, il reste une autre partie. Donc, comment on va représenter cette situation? Ce qu'on appelle la description instantanée d'une machine de Turing. Donc, pour représenter les cases visitées sur le ruban, signe de caractère fini pour les cases visitées. Donc, décrire l'état du contrôleur. L'état est indiqué à gauche de la case visitée. Donc, vous voyez ici, donc, si nous avons, par exemple, sur le ruban, cette chaîne, donc X1, X2 jusqu'à Xn, bien sûr, donc ici, nous avons des blancs à gauche et des blancs à droite. Donc, à un certain moment, j'ai fait beaucoup de transitions, j'ai fait beaucoup, bien sûr, des opérations sur notre machine de Turing. À un certain moment, j'ai arrivé à l'état Q. Donc, ça, c'est l'état courant. Donc, le Q, c'est l'état courant de la machine de Turing. Le X1 jusqu'à Xi-1, c'est la partie qu'on a visitée, la partie qu'on a, bien sûr, consommée dans notre entrée. Et le XI jusqu'à Xn, c'est la partie qui reste. Donc, vous voyez ici, donc, il est représenté comme ça. Donc, ça, c'est la partie visitée, l'état courant et la partie qui reste. Donc, c'est l'état de la machine du Turing. La case visitée, la IM, qui contient XI. Donc, maintenant, donc, la tête de lecture, il pointe sur le XI, la tête de lecture. X1, X2 jusqu'à Xn est la portion du ruban située entre le symbole blanc le plus à gauche et le symbole blanc le plus à droite. Et bien sûr, ici, nous avons alpha 1, alpha 2. L'alpha 1, c'est la partie visitée. Alpha 2, c'est la partie qui reste dans notre chaîne d'entrée. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. C'est bon? Donc, une description instantanée, donc un ID instantané de notre machine de Turing. Donc, il est représenté comme ça. Donc, alpha 1, Q, alpha 2, ou plus simplement présenté alpha 1, Q, alpha 2. Donc, avec Q, c'est l'état courant. Ici, on a Q, c'est l'état courant. Okay. Et alpha 1, la chaîne de caractères avant le symbole courant, c'est-à-dire la chaîne qui est visitée. Alpha 2, la chaîne de caractères à partir du symbole courant. À partir du symbole courant, c'est-à-dire la tête de lecture maintenant, il est sur le XI. Donc, il pointe sur le XI. Donc, après, la prochaine
opération qu'on peut faire bien sûr sur le ruban, c'est-à-dire on va lire par exemple le xi, on va le remplacer par une autre valeur. Donc pour pouvoir l'écriture, on oublie bien sûr dans alpha 1 les blancs initiants, c'est-à-dire on ne va pas prendre en considération les blancs initiants et finaux, donc on est intéressé par la chaîne d'entrée. Donc un ID particulier de la chaîne de la machine de Turing, donc c'est la tête de lecture est positionnée qu'un symbole P à gauche, qu'un symbole P à gauche, c'est-à-dire nous avons bien sûr la tête de lecture, il est qu'un symbole, donc qu'un symbole P avant bien sûr le premier symbole différent de B, c'est-à-dire le premier symbole de notre chaîne d'entrée. Donc le ID donc, est égal à x2 jusqu'à xn, donc avec xn jusqu'à xk, c'est qu'un symbole P. Donc jusqu'à arriver donc k plus 1, donc on va pouvoir bien sûr lire les chaînes de notre entrée. Et positionner qu'un symbole à droite du dernier symbole différent de P. Donc tout simplement, donc ici, nous avons cette situation, donc xn, xn-1 q, xn. Donc maintenant, notre bien sûr, la tête de lecture est pointe sur le xn et xn-k plus 1 jusqu'à xn, ce sont les symboles, bien sûr, les symboles blancs, les 4 symboles blancs. C'est bon. Donc maintenant, mouvement de machine de Turing. Donc comme nous avons vu, le mouvement de l'automate, donc des automates que nous avons bien sûr vu dans les cours précédents. Donc l'automate, par exemple l'automate à pile ou l'automate par exemple déterministe, etc. Donc maintenant, on va voir comment on va faire donc des mouvements de la machine du Turing. Donc mouvement, c'est-à-dire de faire bien sûr des transitions d'un état à un autre. Et quelles sont les opérations qu'on va faire bien sûr sur le ruban. C'est bon. Donc nous avons par exemple une machine du Turing, donc M, et là bien sûr donc un ensemble d'états, donc l'alphabet d'entrée, donc les symboles sur le ruban, donc le delta, le Q0, les blancs et bien sûr les états finaux, l'ensemble des états finaux. Donc c'est delta QXI, donc delta QXI, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va bien sûr lire le XI et on est dans l'état Q. On est dans l'état Q, on va lire le XI sur le ruban. Donc, on va passer, vous voyez ici, on va passer à un nouveau état, donc l'état P. On va écrire le Y à la place de X et on va bien sûr se déplacer à gauche. Très bon, donc L, c'est-à-dire on va se déplacer à gauche. Donc, alors, donc, delta QXI, c'est-à-dire la tête de lecture est pointe sur le XI. Vous voyez ici, la tête de lecture est pointe sur le XI. Nous avons déjà visité, par exemple, cette partie, de Xn jusqu'à Xi-1. L'état courant, c'est l'état Q. Donc, après le mouvement, c'est-à-dire après de faire cette transition, on va tout simplement remplacer le XI par Y. On va lire le XI, on va le remplacer sur le ruban par Y. Je vais passer vers un nouvel état, le P, et je vais faire bien sûr déplacer la tête de lecture à gauche. Et c'est L, c'est-à-dire à gauche, et R, c'est-à-dire à droite. C'est bon. Donc, après le mouvement de notre machine de Turing, donc je vais on va donc dans cette situation dans laquelle on a ici remplacé, vous voyez, on a remplacé le XI par Y, XI est remplacé par Y. La tête de lecture maintenant, elle pointe sur le XI-1. On a fait un déplacement à gauche et nous avons passé vers un nouvel état. Donc, vous voyez ici, donc nous avons passé de l'état Q vers l'état P. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est clair. C'est bon. Maintenant, on va traiter des cas particuliers. Donc, par exemple, si I égale à 1, si I égale à 1, c'est-à-dire notre tête de lecture, elle pointe sur le premier élément de notre chaîne. Donc, elle pointe sur le X1.
Donc, je suis dans l'état Q, je vais passer à l'état P. C'est bon, je suis dans l'état Q, je vais passer à l'état P. Donc, vous voyez, j'ai remplacé le X1 par Y. Donc, j'ai gelé le X1 et j'ai écrit le Y. Gelé et j'ai écrit le Y. Et après, donc, la tête de lecture, elle se déplace à gauche. Donc, elle se déplace à gauche. Donc, le symbole à gauche de notre chaîne d'entrée, c'est le blanc. Donc, vous voyez ici, donc, elle se déplace vers un blanc. Parce que donc, notre chaîne, elle est, bien sûr, on commence par un blanc et on se termine, bien sûr, par des blancs. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça, c'est un cas particulier. Un autre cas, c'est E égale à N. Donc, c'est E égale à N et Y égale à B. Donc, on va lire, bien sûr, un symbole et on va écrire le B. Donc, tout simplement, ici, c'est E égale à, c'est-à-dire, je suis dans l'état Q. Notre tête de lecture, elle pointe sur le symbole XN. Donc, vous voyez ici le symbole XN. Et après le mouvement, c'est-à-dire, je vais passer à un nouvel état, donc le P. Et donc, on va écrire le B. Donc, vous voyez ici, donc à la place de XN, on va écrire le B. On n'a rien ici, donc on va écrire un blanc. Et la tête de lecture, elle va se déplacer vers la gauche c'est-à-dire il va pointer maintenant sur le XN-1. C'est bon. Donc, ça, c'est dans le cas, on fait bien sûr un déplacement à gauche. Maintenant, si on fait un déplacement vers la droite, donc je suis dans l'état Q, je vais lire le XI, je vais passer à un nouvel état P, je vais remplacer le XI par Y et je vais bien sûr se déplacer maintenant à droite. C'est bon. Donc, vous voyez ici, je suis à l'état Q, la tête de lecture, il pointe sur le symbole XI sur le ruban. Après le mouvement, bien sûr, la transition vers un nouvel état. Donc, j'ai passé de l'état Q vers l'état P. Donc, vous voyez, donc, le XI est remplacé par Y, c'est-à-dire j'ai les XI et j'ai écrit le Y. J'ai le XI et j'ai écrit le Y. Et bien sûr, le placement vers la droite. Donc, maintenant, notre chaîne, il pointe sur le XI plus 1. Donc, notre tête de lecture, il pointe sur le XI plus 1. C'est bon. Si, donc on a des cas particuliers, si est égal à 1, c'est-à-dire je suis au début, bien sûr, de notre chaîne, donc je suis à l'état Q, la tête de lecture, il pointe sur le X1. Donc, je vais lire le X1, je vais le remplacer, donc ici c'est Y égale à B, je vais le remplacer par un blanc. Vous voyez, donc je vais le remplacer par un blanc et je vais me déplacer vers la droite, c'est-à-dire maintenant, notre tête de lecture elle pointe sur le X2 et j'ai passé bien sûr vers un nouvel état. Donc ça, c'est un mouvement bien sûr de notre machine de Turing. Maintenant, l'autre cas, si le E égale à N, si E égale à N, alors je suis dans cette situation, c'est-à-dire la tête de lecture elle pointe sur le XN, je suis dans un état Q, je vais passer un nouvel état, donc l'état P, je vais remplacer le XN par Y, vous voyez, et je me déplace donc la tête de lecture se déplace vers la droite, c'est-à-dire elle va pointer sur un blanc à droite. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est très important, c'est ça la base, c'est ça la clé pour pouvoir bien sûr comprendre bien sûr les machines de Turing. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui. C'est bon, c'est ça la base. Donc, toujours au lit, un caractère, c'est très simple, mais il est valable pour tous les problèmes. Donc, n'importe quel problème, je peux trouver la solution avec une machine de Turing. Ici, c'est la base, bien sûr, des ordinateurs, c'est la machine de Turing. Donc, à chaque fois, je lis un caractère, je le remplace par un autre caractère, je fais un déplacement soit à gauche, soit à droite, et je fais, bien sûr, une transition d'un état vers un autre état. Donc, c'est ça le principe, bien sûr, de machine de Turing. C'est bon? Maintenant, donc, bien sûr, on peut le représenter par un diagramme de transition. On peut bien sûr présenter une table de transition. Donc, une table de transition,
pour, bien sûr, la fonction delta. Donc, les rangées correspondent aux états, les colonnes au symbole de Rubin. Donc, comme vous voyez ici, ça, c'est les états. Donc, comme, bien sûr, les automates que vous connaissez déjà. Donc, nous avons l'état initial, donc avec un flèche, et l'état final, bien sûr, étoile. Je fais ici tous les états de notre machine. Ici, pour les colonnes, je mets les symboles de Rubin, donc les symboles qu'on a dans le Rubin. Et l'état de départ reconnu grâce à une flèche, l'état acceptant grâce à une étoile. Donc ici, bien sûr, je fais, comme vous voyez ici, je fais la transition donc de l'état Q0 vers l'état Q1. Je lis le 0, vous voyez, je lis le 0 et j'écris le X. Et je vais bien sûr faire bien sûr un mouvement vers, donc je vais déplacer, si vous voulez, je vais déplacer bien sûr la tête de lecture vers la gauche. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Je lis, donc je passe de l'état Q0 vers l'état Q1. C'est bon, je fais cette transition de l'état Q0 vers l'état Q1. Je lis un 0. Donc, la tête de lecture est pointe sur le 0, c'est-à-dire je vais lire le 0, je vais le remplacer par un X et je déplace bien sûr la tête de lecture vers la gauche. C'est bon. C'est de la même façon, je peux faire, donc ici je ne peux pas faire une transition, donc on n'a pas une transition. Donc, je peux par exemple passer à l'état Q3, vous voyez ici, je lis un Y et je le remplace par Y. Je lis Y, je le remplace par Y, je fais bien sûr un déplacement vers la gauche et ainsi de suite. C'est bon. En fait, donc un déplacement vers la droite, le R c'est vers la droite et le L vers la gauche. C'est bon, donc et ainsi de suite, donc jusqu'à, si j'arrive bien sûr à l'état final, donc ici, arrivé à l'état final, c'est-à-dire je peux accepter bien sûr notre chaîne d'entrée. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Par exemple, quelqu'un va lire par exemple cette transition de Q2 à Q1, cette transition. Donc de Q2 à Q2. Donc, Q2 à Q0 par exemple ici. Donc on est dans l'état Q2. Ayoub. Oui. Donc on est dans l'état Q2, donc on va passer à l'état Q0. On va lire un X, on va le remplacer par Non. X. Je vais faire un déplacement Vers la droite. à droite. C'est bon. Je passe de l'état Q2 vers l'état Q0, je lis un X, je le remplace par X et je me déplace vers la droite. C'est bon. Donc tout simplement, à chaque opération, à chaque mouvement, je lis un symbole, je le remplace par un autre symbole. Je fais un déplacement de la tête de lecture soit vers la droite, soit vers la gauche. Et je vais passer d'un état à un autre. C'est bon. Je fais une transition, bien sûr, d'un état à un autre. Concernant le diagramme de transition, donc ça c'est bien sûr la table de transition. Donc bien sûr, on peut trouver bien sûr un diagramme de transition. Donc concernant le diagramme de transition, il contient un ensemble de nœuds correspondant aux états de la machine de Turing. Donc comme que vous connaissez déjà, donc de nœuds, c'est un ensemble des états. Une arête entre l'état P et l'état Q labellisé par D. Ça signifie quoi? Ça signifie que je fais une transition de Q vers P. Je passe le X, je lis le X, et je écris Y à la place de X. Je lis le X, et D, c'est-à-dire je fais un déplacement soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc la direction D est notée soit comme ça pour la gauche, soit on peut le noter comme ça pour la droite. Une flèche vers l'état de départ. Les nœuds correspondant à des états acceptants sont entourés par un double cercle. Donc, on dit que la machine de Turing
déterministe si pour chaque configuration, il a au plus une possibilité d'évolution. Donc, comme nous avons vu, par exemple, pour les automates à pile et les autres automates, donc on dit un automate, il est déterminé si pour chaque configuration, on a en plus une possibilité d'évolution, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de transitions pour, bien sûr, pouvoir faire un mouvement, bien sûr, de notre machine de Turing. Donc, on a une seule possibilité, c'est-à-dire, on dit que la machine est déterministe. Dans le cas contraire, on dit que la machine de Turing est non déterministe. C'est bon. Non déterministe, c'est-à-dire nous avons plusieurs possibilités. Normalement, il est représenté par un arbre dans lequel, bien sûr, les branches, ce sont des possibilités de notre machine. Bien sûr, les différentes possibilités, les différentes solutions de notre problème à machine de Turing. C'est bon. Donc, concernant le diagramme de transition, il est représenté comme ça. Donc, nous avons un état initial. Et ici, nous avons un état final. Nous avons bien sûr des transitions pour les autres états. Donc, ici, une transition qui est marquée comme ça, c'est-à-dire je vais passer de l'état Q0 vers l'état Q1. Je lis le 0 de Rubin, je le remplace par X et je fais un déplacement de la tête de lecture vers la droite. Ici, je reste dans l'état Q1, je lis un 0, je le remplace par 0, je me déplace à droite. Je lis un Y, je me déplace vers la droite et ainsi de suite. Donc ici, un 1, je le remplace par X et je me déplace vers la gauche. Et ainsi de suite, bien sûr, jusqu'à l'état final. Si j'arrive à l'état final, je peux bien sûr accepter la chaîne d'entrée. Et si je l'ai un blanc, je remplace par un blanc et je déplace la tête de lecture vers la droite. Donc c'est ça le principe, bien sûr, il est très simple, mais bien sûr, il nous donne bien sûr des possibilités pour bien sûr pouvoir trouver des solutions pour n'importe. C'est bon? Oui. OK. Maintenant, on va essayer de définir le langage reconnu par une machine de Turing. Donc, on dit un langage reconnu ou accepté par une machine de Turing. Donc, une machine de Turing accepte un mot W s'il existe une séquence de configuration C1, C2, C4 tel que. Donc, on a une séquence de configuration, c'est-à-dire la machine, à chaque mouvement de la machine de Turing, elle passe d'une configuration à une autre. Donc, on commence par la configuration de départ. Donc, C1 est la configuration de départ de M sur l'entrée W, donc notre mot. Chaque configuration C mène à la configuration CE-1, c'est-à-dire à chaque fois, je vais passer d'une configuration à une autre. Et c'est une configuration qui accepte le mot. C'est la configuration finale pour passer, bien sûr, vers un état final pour accepter le mot. C'est ça ce qu'on appelle un mot accepté par la machine de Turing. Donc, l'ensemble des mots acceptés par M et le langage reconnu par l'ensemble des mots acceptés par la machine de Turing, c'est le langage reconnu par la machine de Turing. Un langage L est reconnu par une machine de Turing s'il existe une machine de Turing qui l'accepte. Simplement, donc il faut trouver une machine pour l'accepter. C'est bon. C'est très simple, c'est pareil comme bien sûr les automates que vous connaissez jusqu'à maintenant. Donc, langage accepté par une machine de Turing, tout simplement, on a une machine de Turing. Donc, une machine de Turing peut accepter des entrées en vue de la reconnaissance d'un langage. Donc, le langage accepté par une machine de Turing noté, L de M est défini par L de un W qui appartient à sigma étoile. Donc, je pars de l'état initial, donc la configuration initiale, c'est-à-dire on part de l'état Q0, c'est-à-dire l'état initial avec notre W. Et je fais plusieurs mouvements jusqu'à arriver à cette situation. Donc, alpha, P, c'est-à-dire j'arrive à un nouveau état, P. D'autres des symboles, nous avons des alpha et bêta. Donc, c'est une chaîne des symboles. Avec P appartient à F, c'est-à-dire j'arrive à un état commandé. Donc, L de M égale à W qui appartient à sigma étoile, tel que M part de l'état
initial 0, c'est-à-dire à partir de l'état initial. Donc, je fais les transitions jusqu'à que le W est calé à gauche du ruban. Donc, on va bien sûr passer par tous les symboles de notre chaîne d'entrée. La tête de lecture écriture pointe sur la première lettre de W et l'exécution de M lit l'intégralité de mon et M atteint un état acceptant dans F. C'est-à-dire j'ai arrivé à un état final. Donc, je fais plusieurs transitions jusqu'à arriver à l'état final pour accepter, bien sûr, le mot. Si j'accepte, bien sûr, tous les mots de langage, on dit que, bien sûr, la machine du Turing accepte un langage. Donc, le langage il est accepté par une machine de Turing. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? C'est compris. C'est bon, donc je parle. Oui. Ok, donc ici, on va voir des exemples. Donc, on a deux séquences. Donc, on a la séquence 0, 1, 1. On a la séquence 0, 0, 1, 0. Donc, la séquence 0, 0, 1, 1, donc il est accepté par la machine du Turing de l'exemple précédent. Donc, on part de l'état initial. Vous voyez ici, donc on a Q0, je mets bien sûr notre mot. Et après, je fais des transitions sur la machine du Turing. Donc, vous voyez, donc nous avons Q0, 0, 0, 1, 1. Je vais passer à Q1. Donc, cet mouvement, je vais passer à Q1. Je vais lire le 0. Je vais écrire le X à la place de 0. C'est bon, donc on va tout simplement exécuter cette transition. C'est bon. Je lis le 0. Et je remplace le 0 par un X. Et je vais passer, bien sûr, à l'état Q1. Et je vais déplacer la tête de lecture d'une position. Et ici, je passe de l'état Q0 vers l'état Q1. Je lis le 0. Je le remplace par un X. Et la tête de lecture, maintenant, elle pointe sur le 0. C'est bon. La prochaine fois, je vais rester dans l'état Q1. Je vais lire le 0. Je vais rester dans l'état Q1. Je vais lire le 0. Je vais le remplacer par un 0. Vous voyez ici, je vais lire le 0. Je vais le remplacer par un 0. Je vais rester dans l'état Q1. Je lis un 0. Je le remplace par un 0. Et je déplace la tête de lecture vers la droite. C'est bon, je déplace la tête de lecture vers la droite. Donc, je lis un 0, je le remplace par un 0. Donc, j'ai les X ici un 0, je le remplace par un X. Donc, maintenant, la tête de lecture est pointe sur le 1. Donc, la prochaine fois, donc, je vais se déplacer vers l'état Q2. Je lis le 1. Vous voyez, je lis le 1. Je lis le 1. Je le remplace par un Y. Et je déplace vers la gauche. Je me déplace vers la gauche. Donc, vous voyez maintenant. Donc, je lis un 1, je le remplace par Y. Je lis un 1, je le remplace par Y. Je me place vers la gauche, c'est-à-dire maintenant, la tête de lecture est pointe sur le 0. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est clair. C'est bon. La prochaine fois, rester dans Oui. l'état Q2. Je vais lire, donc dans l'état Q2, je vais lire le 0. Je vais le remplacer par un 0 et déplacer la tête de lecture vers la gauche. C'est bon, donc je lis un 0, je le remplace par un 0 et je vais déplacer la tête de lecture vers la gauche. Et ainsi de suite. Donc jusqu'à, si j'arrive à l'état final, donc on va accepter. Donc j'arrive à l'état final, bien sûr, j'ai les tous les symboles d'entrée, donc je vais accepter bien sûr l'entrée. Sinon, donc, je ne vais pas accepter l'entrée. Vous voyez ici, à chaque fois, je fais des mouvements jusqu'à arriver bien sûr à l'état Q4. Vous voyez ici l'état Q4. Et nous avons remplacé toute la chaîne d'entrée par bien sûr des signes Y. Donc, dans ce cas, on dit que la machine du Turing elle accepte cette entrée. Ici,
Dans le cas contraire, si on n'arrive pas à lire tous les symboles de notre chaîne d'entrée, donc on ne peut pas accepter, bien sûr, le mot. Donc, on dit que la machine du Turing, il refuse, bien sûr, un mot. Donc, ici, nous avons bien sûr, toujours, donc on part de l'état initial, je fais des transitions. Donc, ici, à un certain moment, vous voyez ici, j'ai arrivé à cette situation dans laquelle je ne peux pas faire de transition. Je suis bloqué ici. Je suis bloqué ici dans un état qui n'est pas un état final, dans l'état Q1. Et vous voyez, donc, il reste un 0 n'est pas, bien sûr, n'est pas lié par notre machine de Turing. Donc, je ne peux pas continuer, bien sûr, les transitions. Donc, je dis que, bien sûr, la séquence 0010 n'est pas acceptée par la machine de Turing. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Donc, tout simplement, le principe, c'est ça. Une machine de Turing. À chaque fois, je lis un symbole dans notre chaîne d'entrée, je le remplace par un autre symbole sur le ruban et je déplace la tête de lecture vers la droite ou la gauche. Et à chaque fois, bien sûr, je passe d'un état à un autre. Donc, si je fais les déplacements à droite, à gauche, je peux faire, bien sûr, une infinité des séquences. Donc, à chaque fois, bien sûr, une infinité, bien sûr, des mouvements de la machine de Turing jusqu'à accepter le mot d'entrée ou jusqu'à, bien sûr, arriver à un état dans lequel je ne peux pas continuer les transitions ou, bien sûr, j'ai parlé l'intégralité, bien sûr, de mots. J'ai arrivé, bien sûr, à un état bloquant. Donc, je dis que la machine de Turing n'accepte pas l'entrée. C'est bon. OK. Maintenant, ça, c'est les machines de Turing pour l'acceptation, bien sûr, des entrées, des chaînes d'entrée. Maintenant, on va parler des machines de Turing pour calculer des fonctions. Donc, on peut faire des calculs avec, bien sûr, des machines de Turing. Donc, tout simplement, l'idée, bien sûr, est d'utiliser des machines de Turing pour calculer des fonctions de chaîne vers chaîne. Donc, soit deux alphabets, sigma 0 et sigma 1, deux alphabets ne contenant pas le symbole blanc, et soit f fonction de sigma 0 étoile vers sigma 1 étoile, c'est-à-dire d'une chaîne vers une autre chaîne. Donc, une machine de Turing M qui est égale Q sigma 0 gamma delta Q0 F calcule la f si et seulement si. Donc, on dit que la machine de Turing calcule la fonction si et seulement si. Donc, on dit que c'est une fonction calculable, ou Turing calculable, si et seulement si, quelle que soit une chaîne dont sigma 0 étoile, donc c'est une fonction de sigma 0 étoile vers sigma 1 étoile, telle que l'image de cette chaîne égale à une autre chaîne, l'image de mon W égale à U, on part bien sûr de l'état initial. Vous voyez ici, je pars de l'état Q0. Donc, je vais essayer de lire bien sûr notre mot. Donc, la tête de lecture pointe sur le B, donc le blanc qui est le plus à gauche, pour pouvoir bien sûr lire les différents symboles de notre chaîne d'entrée. Donc, après plusieurs mouvements M étoile, c'est-à-dire je fais plusieurs mouvements, c'est-à-dire je passe par plusieurs configurations jusqu'à arriver à cette situation. C'est-à-dire, j'ai arrivé donc à un certain moment, donc j'ai remplacé par exemple le W, le U, c'est-à-dire l'image de notre chaîne qui est bien sûr passée comme paramètre à notre fonction, donc pour calculer bien sûr l'image. Donc j'arrive à cette situation avec le QF final. Donc le QF appartient à F et on ne peut pas faire de transition. Le QFB, c'est-à-dire si je veux faire une autre transition, n'est pas défini. Je suis arrivé à cet état et je ne peux pas faire de transition. Donc, dans ce cas, on dit que, bien sûr, la machine du Turing, il calcule la fonction. Lorsqu'une telle machine de Turing existe, la fonction est dite Turing calculable. Donc, la notion de Turing calculable n'est pas restreinte aux fonctions de chaîne vers chaîne. Donc, on peut utiliser avec plusieurs, bien sûr,
de plusieurs façons, on peut le tomber de plusieurs façons. Donc, on va voir bien sûr d'autres possibilités pour faire bien sûr des calculs des fonctions avec les machines de Turing. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, on peut l'étendre bien sûr vers d'autres, bien sûr, d'autres fonctions, donc avec un nombre quelconque d'arguments. Donc ici, donc vous voyez ici, donc nous avons une fonction qui a plusieurs paramètres, donc sigma étoile, sigma 0 étoile à la puissance k, donc plusieurs paramètres, par exemple k paramètres, et bien sûr l'image donc dans sigma 1 étoile. Donc une machine de Turing calcule la fonction f, donc c'est une fonction sur paramètres, si seulement si quel que soit sigma 1, sigma 2, sigma k appartiennent à sigma 0 étoile, donc c'est les paramètres de notre fonction, donc f de sigma 1, sigma 2, sigma k, égale à u, et on va bien sûr trouver le résultat u. Donc on part bien sûr de l'état initial, vous voyez ici, l'état initial Q0. Donc je vais séparer les différents alpha 1 jusqu'à alpha k avec des blancs. Je vais commencer, bien sûr, la tête de lecture, elle est, bien sûr, elle pointe sur le premier blanc qui est avant, bien sûr, la première chaîne. Donc, ici, nous avons plusieurs chaînes qui sont... Donc, je fais plusieurs mouvements de la machine du Turing jusqu'à arriver, donc je passe par plusieurs configurations jusqu'à arriver à cet état, à cette configuration de laquelle on arrive à un état final. Et bien sûr, la tête de lecture pointe sur un blanc, et bien sûr, le résultat, le f de u, donc le f de alpha 1, de sigma 1 jusqu'à sigma k, donc égal à u, donc le u, il est à droite bien sûr, de ce blanc, où, bien sûr, que f, c'est un état final, et ne peut pas, bien sûr, donc cette transition n'est pas définie, c'est-à-dire on ne peut pas continuer, donc on dit que la machine du Turing peut calculer bien sûr cette fonction qui a plusieurs variables, a plusieurs bien sûr chaînes à l'entrée. Est-ce que c'est bon? Bien sûr, on va voir des exemples dans le TD, Inch'Allah. Oui. OK. Donc, on peut l'étendre pour des fonctions de n dans n. On peut bien sûr travailler avec des chaînes. On peut même utiliser donc la machine du temps, bien sûr, pour faire pour calculer bien sûr des fonctions de n dans n. Donc notons i, un symbole fixé dans de b. Donc, de anti, donc si vous connaissez bien sûr la représentation unaire, je ne sais pas est-ce que vous connaissez cette notion, la représentation unaire des entiers naturels. Donc, chaque entier, on peut le représenter par i à la puissance n. Donc, par exemple, 2, on va le représenter par 2i. Le 3, on va le représenter par 3i. Et ainsi de suite. Donc, ici, l'unité. Et i à la puissance n, c'est-à-dire le n. Donc, chaque entier, on peut le représenter sous cette forme, ce qu'on appelle la représentation unaire. Donc, essayez de chercher, bien sûr, sur cette notion. Donc, tout simplement, nous avons l'unité et chaque entier, donc on peut le représenter sous forme de, par exemple, n, on peut le représenter sous forme de en. 2, on peut le représenter i à la puissance 2, c'est-à-dire i, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la représentation unaire. Donc, une fonction f de n vers n est calculée par une machine de Turing M. C'est M calcule la fonction. C'est M calcule la f' de e étoile vers étoile, tel que f' de e à la puissance n égale à i à la puissance f de n pour tout n. On dit que cette fonction, si on a bien sûr le M calcule la fonction, cette fonction telle que f' de e à la puissance n égale à i, de voir bien sûr des exemples dans le TD. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui. OK, donc on a la notion, donc c'est une machine de Turing, donc c'est une machine bien sûr innovée par Alan Turing.
donc universelle. Donc, elle a proposé le concept en 1910, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le concept de machine universelle, par Alan Turing, donc il montrait alors comment un système logique minimum permettait de déterminer toutes les fonctions calculables, c'est-à-dire une machine pour faire le calcul de toutes les fonctions. Donc, ce travail qui est à l'origine de l'ordinateur, le Turing, c'est le principe de nos ordinateurs actuels. Donc, il a bien sûr publié il peut simuler n'importe machine de Turing sur n'importe quelle entrée. S'il vous plaît, gardez. Donc, la thèse de Turing, il dit, donc les fonctions calculables sont des problèmes décidables, sont les problèmes qui peuvent être calculés par une machine de Turing, c'est-à-dire des langages récursifs. C'est bon. Donc, machine de Turing non déterministe, une machine de Turing non déterministe, c'est tel que à chaque itération, la machine peut avoir plusieurs possibilités d'action. C'est-à-dire on a plusieurs transitions, plusieurs possibilités de faire une transition d'un état vers un autre. Le calcul d'une machine de Turing non déterministe est un arbre dont les branches correspondent à différentes possibilités pour la machine. Si au moins une branche mène à l'état d'acceptation, alors la machine accepte l'entrée. OK. OK, donc ça c'est pour les machines de Turing pour le calcul des fonctions. Donc maintenant, comment on va faire des combinaisons des machines de Turing? Donc imaginez qu'on a pour chaque sous-problème, on a un problème qui est compliqué. Pour chaque sous-problème, donc on a une machine de Turing pour résoudre le problème. Donc on peut faire la combinaison pour continuer bien sûr la solution de programme, bien sûr, de problème qui est compliqué. Donc on fait la combinaison des machines de Turing. Donc, vous voyez ici, on peut définir des machines de Turing simples et les combiner entre elles pour concevoir des machines plus complexes, donc pour bien sûr résoudre des problèmes qui sont plus complexes. Les machines de Turing sont alors vues comme des modules ou sous-routines des modules, c'est-à-dire chaque module va nous donner bien sûr des solutions à un seul problème. Donc des modules peuvent être connectés entre eux en utilisant des règles de combinaison. Donc on va voir ici. Donc, nous avons un exemple, soit M1, M2, M3 des machines de Turing quelconque. Donc, M1, par exemple, travaille à partir de son état initial. Quand M1 s'arrête, donc M1 travaille de son état initial, donc on fait des transitions, des mouvements, jusqu'à bien sûr arriver à l'état final. Donc, quand M1 s'arrête, M2 commence à fonctionner à partir de son état initial, quel que soit le caractère courant, c'est-à-dire quel que soit le caractère qu'on va lire sur le ruban. Ici, nous avons un autre exemple. Donc, lorsque M1 s'arrête, nous avons une machine de Turing ici. Si le symbole courant est A, donc ici, si on a le symbole courant est A, c'est-à-dire la tête de lecture est pointe sur le A, alors M2 s'exécute, c'est-à-dire je vais commencer l'exécution, donc je vais continuer l'exécution sur la machine de Turing M2. Si c'est B, alors c'est M3 qui s'exécute, c'est-à-dire si on arrive, donc j'ai terminé bien sûr l'exécution de M1 et la tête de lecture pointe sur le B, donc on va commencer, bien sûr, recommencer, on va suivre bien sûr l'exécution sur la machine M3. Si le symbole courant est différent A et B, donc alors la machine globale s'arrête. C'est donc le symbole est différent, donc on va arrêter notre machine. Donc ici, ce qu'on appelle des conditions de combinaison, des conditions de branchement. Donc, les flèches ne représentent pas des transitions, mais
des branchements conditionnels en non, c'est-à-dire ici, donc on n'a pas une condition, donc à n'importe quel symbole, donc à n'importe quel symbole, si la première machine s'arrête, donc on va continuer avec la deuxième machine, mais si donc nous avons bien sûr des conditions pour pouvoir bien sûr faire, bien sûr suivre l'exécution sur les autres machines. Donc ça dépend de l'état, donc la tête, là où bien sûr s'arrête bien sûr l'exécution de la première machine du Turing. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Et donc, avec ce diapo, donc, nous avons terminé donc, la notion de machine du Turing. Donc, maintenant, donc, elle est utilisée pour plusieurs problèmes. Donc, on va voir la notion de décidabilité. Donc, la notion de décidabilité, tout simplement, si on a un problème, donc on dit est-ce que ce problème, il a des solutions ou non. S'il a des solutions, on dit que c'est un problème décidable. S'il n'admet pas de solution, on dit que c'est un problème non décidable. Donc, décidable, c'est-à-dire on a une machine de Turing pour le décider. Non décidable, donc il n'y a pas de machine de Turing pour, bien sûr, trouver les solutions. Donc, tout simplement, une petite introduction pour la décidabilité. Donc, par exemple, donc on a donc aujourd'hui, donc pour chaque problème, donc on dit un problème qui est décidable, c'est-à-dire on trouve un algorithme pour bien sûr pour le résoudre, tout simplement. Donc, il faut trouver donc un algorithme pour le résoudre. Donc, donc il y a des problèmes dans lesquels on peut trouver des algorithmes, il y a des problèmes dans lesquels on ne peut pas trouver des algorithmes. Donc, on dit des problèmes qui sont décidables, des problèmes qui sont non décidables, ou là, ne sont pas traitables. Donc, on a des problèmes qu'on peut les traiter et des problèmes non traitables. Tout simplement, si je trouve un algorithme, je peux traiter le problème, c'est-à-dire je peux trouver la solution. Si je ne trouve pas un algorithme, donc on dit que c'est un problème non traitable. Donc, tout simplement pour chaque problème, donc on a des résultats négatifs de la forme pour tel problème, non seulement aucun algorithme n'est actuellement connu, mais aucun ne le sera jamais. C'est-à-dire on ne peut pas trouver un algorithme pour le résoudre. Donc on verra par la suite, donc ce sont des problèmes qui sont MP difficiles, donc on va essayer de parler bien sûr de MP complétude donc, dans les chapitres qui suivent. Donc, ces problèmes pour lesquels on démontre qu'il n'existe aucun algorithme les résolvant s'appellent des problèmes indécidables. Donc, des problèmes indécidables, c'est-à-dire on ne peut pas trouver un algorithme, on ne peut pas trouver une machine de Turing pour le décider. Donc, on n'a pas, bien sûr, un algorithme pour trouver, bien sûr, la solution à ce type de problème. Donc, de nombreux problèmes que l'on aimerait résoudre par ordinateur ne sont pas indécidables. Donc, soit ils sont des problèmes faciles, donc il s'agit de la plupart des problèmes que vous avez rencontrés jusqu'à présent. Donc, facile, c'est-à-dire on peut trouver donc, un algorithme facilement pour le résoudre. Ou ce sont des problèmes difficiles dans lesquels on va tout simplement l'approcher. Donc, on verra par la suite, on va l'approcher par un autre problème pour pouvoir, bien sûr, trouver la solution. Donc, les problèmes difficiles, ce sont des problèmes qui admettent des résultats négatifs de la forme. Pour tel problème, non seulement aucun algorithme efficace n'est actuellement connu, donc il y a des problèmes dans lesquels on n'a pas, bien sûr, des algorithmes connus pour les résoudre, mais un algorithme efficace résolvant ce problème résoudrait également toute une liste d'autres problèmes pour lesquels de nombreux chercheurs ont cherché donc, un algorithme efficace pour, bien sûr, résoudre le problème. Donc, c'est un problème difficile. Donc, je dis, si je trouve un algorithme pour résoudre ce problème, donc je peux bien sûr résoudre les différents problèmes qui existent. Donc, c'est ça, c'est la notion de décidabilité. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, maintenant, on va définir c'est quoi un langage semi-décidable. Donc, un langage L de sigma étoile est récursivement énumérable, c'est-à-dire semi-décidable. S'il existe un algorithme A qui énumère les mots de L,
c'est-à-dire il existe un algorithme qui reconnaît bien sûr tous les mots de L. Donc, on dit c'est un langage qui est récursivement énumérable, ou là, c'est un langage qui est semi-décidable ou semi-calculable. Ce langage est infini. Un tel algorithme d'énumération ne termine donc pas. C'est-à-dire, on ne peut pas bien sûr trouver un algorithme pour bien sûr le résoudre. C'est bon, donc une proposition à langage L est semi-décidable si seulement s'il existe un algorithme A tel que pour tout mot, U appartient à sigma étoile. Si U appartient à L, alors A termine sur U en produisant la sortie vraie, c'est-à-dire on va lire tous les symboles de l'entrée U de mot et on va bien sûr produire la sortie vraie, c'est-à-dire reconnaître le mot. Et si U est inférieur strictement à L, alors soit A termine sur U en produisant la sortie faux, soit A ne termine pas sur U. Donc ça c'est donc il existe un A, il existe un algorithme tout simplement. Il existe un algorithme, c'est-à-dire il existe une machine de Turing pour le résoudre, tout simplement. Un algorithme, c'est-à-dire c'est une machine de Turing pour trouver la solution. On peut définir donc un langage qui est récursif ou décidable ou calculable s'il existe un algorithme A qui prend un mot U en entrée, termine et produit vrai si U est dans L et faux sinon. Donc on dit alors que l'algorithme A décide le langage L. Donc l'algorithme A décide le langage L, donc on peut bien sûr trouver une machine de Turing pour décider le langage L. Donc ton langage décidable est également semi-décidable. Ton langage n'est pas nécessairement semi-décidable et ton langage semi-décidable n'est pas nécessairement décidable. Donc ça, ce sont des définitions donc bien sûr pour définir la calculabilité ou la décidabilité. Donc l'ensemble des langages, donc c'est quoi un langage récursivement énumérable? L'ensemble des langages acceptés par une machine de Turing sont appelés l'ensemble des langages récursivement énumérables tout simplement. Donc, le langage Turing décidable, trois possibilités lorsqu'on essaie de reconnaître un mot à l'aide d'une machine de Turing. Soit l'exécution se termine et le mot est accepté. Donc, on dit que c'est un langage, donc c'est bien sûr tous les mots de langage sont acceptés, donc on dit que c'est un langage décidable, Turing décidable. L'exécution se termine et le mot est rejeté. L'exécution ne se termine pas. Donc, on entre bien sûr dans une boucle donc infinie, dans laquelle on ne peut pas bien sûr terminer l'exécution sur bien sûr l'entrée. Une machine de Turing dont l'exécution se termine pour tout mot est appelée un décideur. C'est un décideur dans lequel il va bien sûr décider un langage. Si une machine de Turing accepte tous les mots du langage L et rejette tous les autres, on dit qu'il décide le L. On dit qu'un langage est Turing décidable ou simplement décidable si seulement s'il existe une machine de Turing qui le décide. La Turing décidabilité est une condition plus forte que la Turing reconnaissance. Le langage Turing décidable et Turing reconnaissable. C'est bon. Donc, problème de décidabilité, donc tout simplement, soit un problème de décision, donc on dit un problème de décision. Donc, à la sortie, on va trouver deux réponses, soit vrai, soit faux, soit oui, soit non. Dont les instances sont encodées par des mots définis sur un alphabet. Donc, les instances de problème sont encodées par des mots définis sur un alphabet sigma. L'ensemble de tous les mots sur sigma peut être partitionné en deux ensembles. Ce qui code les instances du problème pour lequel la réponse est oui, c'est-à-dire est vrai, ce qu'on appelle une instance positive. Donc, notre problème est là, deux types d'instances. On peut trouver des instances positives, c'est-à-dire des instances dans lesquelles on trouve des solutions, et des instances négatives dans lesquelles on ne peut pas bien sûr trouver des solutions. Donc, un problème peut alors être représenté par le langage constitué de l'ensemble de ces instances positives. Résoudre le problème, c'est le langage des instances positives. Simplement, il faut trouver, bien sûr, aux instances qui sont
qui sont positifs, c'est-à-dire dans lequel on peut produire, bien sûr, la réponse oui à la sortie. Donc, un problème décidable, s'il existe une procédure effective, c'est-à-dire on trouve un algorithme pour le résoudre, sinon le problème est indécidable. C'est la notion de décidabilité, la notion de problème décidable. Donc, chaque problème, n'importe quel problème. Donc, si on trouve un algorithme pour résoudre le problème, on dit que c'est un problème décidable. Si on ne trouve pas un algorithme, donc on dit que c'est un problème indécidable. Donc, un algorithme, donc, normalement, automatiquement, c'est une machine de Turing. C'est bon. Donc, on peut faire la réduction. Si on a un problème dans lequel on ne peut pas, bien sûr, trouver une solution, donc on peut faire la réduction d'un problème à un autre. C'est-à-dire, on va trouver un algorithme pour faire la réduction, pour pouvoir, bien sûr, trouver la solution à un problème qui est indécidable. Pour bien sûr, trouver la solution, on va trouver une réduction vers un problème qui est décidable. Donc, soit P1 un problème indécidable, c'est-à-dire on n'a pas un algorithme pour le décider, et P2 un nouveau problème. Peut-on utiliser le fait que P1 soit indécidable pour savoir si P2 est indécidable? Donc, par exemple, si on a P1 indécidable, on n'a pas un algorithme, est-ce qu'on peut dire que P2 aussi n'admet pas un algorithme? Donc, on va faire tout simplement une réduction de P1 vers P2. Donc, réduction de P1 vers P2, donc trouver un algorithme F tel que, étant donné une instance de P1, donc W de P1, on peut la transformer algorithmiquement en une instance F de W. Donc, F, c'est la fonction de réduction. F de W de P2, tel que W appartient à P1 si seulement CF de W appartient à P2. C'est ça, bien sûr, la réduction d'un problème P1 à un problème P2. Donc, je vais prendre une instance, donc un exemple, un mot, de P1, et l'image appartient à P2. Donc, on a un théorème qui dit, si on peut réduire P1 à P2, si on peut trouver cette fonction de réduction, alors, si P1 est indécidable, implique que P2 est indécidable. Donc, si P1 n'admet pas, bien sûr, un algorithme pour le résoudre, automatiquement, on peut dire que P2 n'admet pas, bien sûr, un algorithme pour le résoudre, c'est-à-dire qu'il est indécidable. Donc, on n'a pas, bien sûr, une machine de Turing pour décider le problème. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la réduction d'un problème à un autre. Donc, à partir d'un problème dans lequel on connaît que le problème est indécidable, donc on peut, bien sûr, utiliser une fonction de réduction pour pouvoir, bien sûr, dire que c'est un problème indécidable. C'est bon? OK, donc le langage récursivement énumérable et récursif. Donc, un langage est récursif, c'est L pour une machine de Turing. Donc, L, elle est reconnue par une machine de Turing. Si W appartient à L, alors M accepte W et s'arrête. Si W n'appartient pas, accepte pas W, mais s'arrête. C'est ça la notion d'un langage récursif. Donc, récursif, c'est-à-dire il est distinct. La machine reconnaît le langage, s'arrête toujours. Récursivement énumérable, mais pas récursif, la machine reconnaît le langage, s'arrête si elle accepte un mot. S'il n'accepte pas le mot, il peut s'arrêter, il peut ne s'arrêter jamais. Donc, on dit c'est un langage récursivement énumérable. C'est-à-dire qu'il énumère bien sûr la chaîne d'entrée, donc les symboles de la chaîne d'entrée, mais s'il n'accepte pas, bien sûr, la chaîne d'entrée, il peut ne s'arrêter jamais. Un langage récursif peut donc être vu comme un langage tel qu'il existe un algorithme pour reconnaître ces mots. Tout simplement, donc, on peut trouver un algorithme pour la reconnaissance de mots. C'est bon, donc on a la notion de langage diagonal. Ce sont des définitions, on va bien sûr les traiter en TD. Donc, le langage diagonal, LD, est l'ensemble des mots tels que les mots n'appartiennent pas à L. M2 bien sûr, c'est une machine de Turing pour bien sûr le langage L. Autrement dit, L de D est l'ensemble des mots W tel que la machine de Turing de code W n'accepte pas le mot W. Donc, ça, c'est la définition d'un langage diagonal. Le langage diagonal n'est pas un langage récursivement énumérable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver bien sûr
une machine de tuning pour énumérer bien sûr tous les mots de l'homme. C'est bon, donc nous avons terminé donc le chapitre. Et donc, si vous avez des questions,